pris un petit peu de retard. Fait que je vais essayer de faire ça bien, mais quand même rapidement. Un matin, j'ai découvert, en fait, que je ne peux même pas me fier à mes notes. Donc, ça va être le fun aussi comme ça. Il y a quelques mois, justement, Pierre Majoric me contacte et dit « Hey, Dom, journée UXI, ça te tente-tu de participer? » Je suis comme « Ah! Oui, ça me tente, c'est vraiment cool. » C'est comme, j'admire vraiment beaucoup, beaucoup ça. « Yes, cool! Le thème, c'est la découvrabilité. » La quoi? J'ai vraiment fait « Ouh! » OK, de quoi qu'on parle ici? « Ah, aborde ça comme tu veux. » La découvrabilité, Pierre Majoric, ça, c'était toi, littéralement, pour moi, à ce moment-là. J'ai travaillé longtemps en SEO, donc en optimisation d'engins de recherche. Puis dans ce temps-là, justement, la découvrabilité, c'est pas compliqué, c'était de vouloir monter dans les rangs. Plus on montait haut dans les rangs, plus on améliorait la découvrabilité de notre client, plus notre client était content. Wouhouhou! Puis c'était le fun. Mais, OK, oui, on est le HEC, je comprends le côté genre performance, mais je pense pas qu'on est une conférence de SEO ici. Puis je pense pas que c'était ça qu'on voulait dire nécessairement par découvrabilité. On est du UX. Allons voir ce que Norman Nielsen dit. Je veux dire, on se fie tout le temps à Norman puis Nielsen. Norman Nielsen font une petite distinction. Il y a la trouvabilité et la découvrabilité. Trouvabilité. Trouver ce à quoi on s'attendait. Découvrabilité. Trouver des choses à laquelle on ne s'attendait pas. Des nouvelles fonctionnalités ou du nouveau contenu, mais qu'on n'était pas conscient que ça existait avant. C'est comme, c'est-tu ça vraiment, la découvrabilité? C'est-tu ça, découvrir? Allons à la base. Découvrir. Discover. Cette notion de, je vais dire ça même, enlever la couverture. C'est vraiment ça, en fin de compte, le terme ici. C'est cette notion, justement, que, à la base, la découverte, ça amène un sentiment d'émerveillement. Voir, découvrir ce qui se passe autour de nous. Là, je me fais mes notes, là. C'est subtil, hein? Enlever ce qui couvre l'information, la fameuse couverture, c'est ça qui est le fun. Mais qu'est-ce qui arrive, justement? Parfois, il y a des obstacles à la découverte. Parfois, justement, la couverture reste partiellement devant nous. C'est-à-dire, on a des problèmes visuels, on a des problèmes moteurs, on a des problèmes neurocognitifs. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? Puis ça, dès qu'on parle d'accessibilité, si on ne met pas cette slide-là, on n'a pas à respecter le thème, mais ça revient vraiment souvent à cette notion, justement, que l'accessibilité, c'est pour tous. Okay? Une personne sur 6 a, justement, un problème d'accessibilité, un handicap, qui va être permanent. Mais pour beaucoup d'entre nous, il va arriver un moment que même de façon temporaire, on va avoir des besoins d'accessibilité, ou même à cause d'une situation, on va avoir des besoins d'accessibilité. Puis là, ici, on en a 4, la toucher, la vue, l'audition, parler. C'est sûr que quand on parle de livres numériques, je reviens là-dessus, c'est plus les deux à gauche, et tout ce qui concerne également le neurocognitif. Okay? Donc, TDAH, dyslexie, qui va beaucoup plus nous concerner. Mais c'est quand même important d'en être conscient. Puis il y a aussi le fait que quand on dit qu'un Canadien sur 6 a des problèmes permanents, okay, qu'il a un handicap qui, justement, fait qu'il a besoin d'accessibilité de façon permanente, bien, ça monte au fur et à mesure qu'on vieillit. Okay? Plus on vieillit, plus on a des besoins d'accessibilité, puis il faut en être conscient. L'affaire qui arrive très souvent, c'est quand on présente un projet à des partenaires, à nos clients, ils nous disent « l'accessibilité. Pourquoi? » Une des premières choses qu'ils disent, c'est une petite minorité. C'est un edge case. Puis ça, en passant, c'est Vitaly Friedman, il y a quelques semaines, qui a fait un talk de 3 heures, justement, sur l'accessibilité. C'est gratuit. C'est sur le site de Smashing Magazine. Allez le voir, c'était vraiment le fun. Mais cette notion, justement, de dire « on n'a pas vraiment le temps, ça ne vaut pas vraiment la peine, il n'y a pas assez de monde pour investir en accessibilité. » Ou, encore une fois, bien, selon nos données, l'accessibilité, il n'y en a pas de besoin sur notre site. Okay? On n'a pas rien qui nous démontre que le monde a des besoins d'accessibilité sur notre site. Moi, j'ai envie de dire qu'il y a un autre troisième biais que j'entends aussi. Je vais appeler ça le biais du super-héros, le 6e sens. Okay? Comme Daredevil, qui ici, un avocat de jour, qui est aveugle, mais qu'il est capable de se débrouiller, il devient un super-héros la nuit et est capable genre, de sauver la ville, carrément. Christy Vyers, vous l'avez peut-être déjà vu, cette vidéo-là. Il disait que ça avait cassé l'Internet.
Donc, ça avait cassé l'Internet de voir comment elle manipulait son téléphone. Donc, c'est quelqu'un qui est aveugle. Puis comment qu'elle créait un tweet, puis qu'elle prenait son téléphone et le revirait de bord. Et là, on le voit avec la clavier braille qui apparaît, puis tac, 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 tac. Elle était capable d'écrire super vite. Cette notion de... Mais les personnes qui ont des besoins d'accessibilité peuvent très bien se débrouiller sans nécessairement qu'on fasse un effort de notre côté. Moi-même, dans mon entourage, mon partenaire de Bateau Dragon, donc celui qui est sur le banc avec moi, Éric, il est myope comme une taupe, -11, et hypermétrope comme une taupe, j'imagine, +6. Donc, c'est ça son champ de vision. C'est littéralement ça, son champ de vision. Qu'est-ce qu'il fait, Éric? C'est un juge en immigration. Il doit lire des dossiers, il a étudié en droit. Malgré son handicap, il a réussi justement à passer au travers. Puis j'en parlais à Éric, je disais, comment tu fais? Comment tu fais justement pour être capable de, justement, lire autant? Là? Je veux dire, tu as un handicap, clairement. Il fait partie maintenant de l'équipe nationale de, genre de Bateau Dragon, en paradragon. En tout cas, il s'est essayé. Comment tu fais? Puis il m'a montré, entre autres, son téléphone. T'sais, ça, c'est la conversation qu'on avait. Ça, c'est ma partie à moi. Ça, c'est sa partie à lui. Puis ce qu'il disait, justement, c'est que c'est le fun, justement, maintenant, les téléphones, comment ils ont réussi à... Le téléphone est un outil merveilleux, OK? Mais si le contenu est standardisé, si la plateforme est accessible, si l'outil est là, et surtout, je reviens sur cette notion de si c'est la standardisation, ça aide énormément. Il dit, peu importe l'application, très souvent, je suis capable de me débrouiller avec mon téléphone. C'est le fun, ça, pour Éric. Là, je vais juste couper le son parce qu'il y a une slide qui s'en vient, puis je ne veux pas que ça fasse trop de son en pièces. Mais comme partout. Yeah. Lani, put them on. On peut couper le son. Look at mommy. Look at mommy. Ooh, look at I look so cute. Hello, Mama. Can you see? Wow. Lonnie, look at me. Dad, she looks like bubbles off of tape. Yeah. Lani. Ce que je voulais montrer par rapport à ça, justement, c'est comme partout. On n'a pas toujours des experts, des pros qui sont capables de se débrouiller seuls. Et même pour les plus débutants d'entre nous, être en mesure de découvrir ce qu'il y a autour de nous, bien, fournir des outils faciles d'accès et d'utilisation, c'est hyper important. Billy Gregory, justement, qui est un ingénieur en accessibilité, il avait fait cette présentation-là à Canucks il y a quelques années, puis il avait carrément dit ça. Si l'expérience utilisateur ne considère pas tous les utilisateurs, on devrait plutôt dire que c'est some user experience, and that sucks. Okay? C'était quelque chose qui avait vraiment mis l'emphase dessus et je suis un peu d'accord sur cet aspect-là. On arrive à notre projet, ici, l'espèce d'étude de cas, leslibraires.ca. C'est mon client. Rapidement, Les Libraires, vous connaissez peut-être la revue, ça existe depuis 1998. Le site lui-même existe depuis 2008. C'est un site de e-commerce, okay, qui regroupe une centaine de libraires indépendants. Donc, votre petite librairie du coin de la rue que vous aimez tant, ils ont un site. Ils se sont tous mis ensemble puis ont développé justement leur plateforme. Longue histoire courte, pandémie arrive, 2020, le site connaît une explosion. Boum! Okay? Acheter local, bien entendu, on ne peut plus aller dans les commerces. Ils font vraiment, genre, comme une tonne d'argent, puis ils voient déjà la post-pandémie arriver. Ils font, OK, bien, comment on est capable de profiter de ça? Donc, le site qui est en arrière là, c'était le vieux site, donc en 2020-2021. Puis ils disaient, tu sais quoi? On va en profiter, on va faire une grande refonte. Beaucoup de partenaires ont travaillé dessus. X-Media a travaillé justement sur le design initial, Emixo sur l'intégration et le développement, EP4 justement sur l'intégration, AS4, je ne me souviens plus en tout cas, ou AS a travaillé justement aussi sur l'intégration des bases de données. Puis quand on a fait justement ce travail-là, moi en passant, je travaillais avec la gang d'Emixo, puis justement mon rôle c'était d'améliorer l'expérience utilisateur, d'améliorer les conversions. Puis très rapidement, on s'est dit, hey, on va s'arranger pour que le site soit le plus accessible possible. On va y aller comme ça. Et là, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on s'est tourné vers l'expert dans la salle en accessibilité. Cas classique, il n'y en avait pas. Okay? Des consultants en accessibilité, il y en a, mais sont rares, sont durs à trouver, puis il faut les booker très, très, très en avance. Fait qu'on s'est tourné vers qui? Le gars de UX.
Puis en même temps, ça fait du sens. Ça revient un petit peu à ce que Gregory a dit. Nous, en tant que UXer, on est les avocats des utilisateurs. Tous les utilisateurs, OK? Y compris ceux qui ont des besoins d'accessibilité. Pour citer John Lewis, if not us, then who? On s'est retrouvé aussi très rapidement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux projets. Deux projets, un chantier. OK? Le premier projet, c'est le site lui-même. C'est une évidence. Puis ça, honnêtement, je vais le dire tout de suite, là, des case studies de e-com, justement d'accessibilité, il y en a une trolley, l'information est facile à trouver, ça, il n'y a aucun problème. Mais le livre numérique lui-même, OK? Même si le livre numérique existe depuis une vingtaine d'années, il n'y a pas vraiment d'études de cas sur l'accessibilité du livre numérique. Donc, rendre le site accessible, je l'ai dit, c'était quand même assez simple. Petite mention, David, notre MC, a fait justement, on a mis un article sur LinkedIn qui parlait justement du fameux tab test. Tab test, vous pourriez l'essayer si ça vous tente, mais dès que vous embarquez sur un site, et quand on parle de motricité de problème moteur, essayez de naviguer un site sans souris. Okay? Ce qu'on appelle le no mouse, vous devriez faire des tests comme ça. Vous, même dans vos tests utilisateurs, de voir, OK, si je n'ai pas de souris, comment je peux naviguer dans un site? Puis, le principe du tab test, c'est de justement pouvoir faciliter, là, ça va partir rapidement, mais si je tape sur tab, je peux-tu faire pause? Non. Hein? Juste là, qu'on voit en haut à gauche, le passer au contenu qui vient d'apparaître, c'est un bon indice parce que ça me permet de sauter par-dessus le menu et d'aller directement au contenu. On le voit de plus en plus. Nous, en fait, je veux dire, nous, on le voit rarement parce qu'on fait rarement de la navigation par clavier. On navigue par souris, on navigue par touch. Mais c'est quand même super important. Donc, encore une fois, cas classique, on s'est arrangé pour que le site soit navigable par clavier, que le contenu textuel soit modifiable facilement, qu'on peut facilement changer les contrastes, que les images aient des descriptions textuelles. Classique, dans ce cas-ci. Puis, c'est drôle parce qu'on l'a lancé, puis très rapidement, on a eu du feedback. Quelqu'un qui nous arrive et qui nous dit, tu sais, je suis quelqu'un qui a des limitations fonctionnelles, mais justement, votre nouveau site me permet de naviguer beaucoup plus facilement. Yes! J'étais vraiment, vraiment content. C'est une belle surprise. Ah! Tu sais, c'est drôle, je suis content qu'elle trouve que c'est une belle surprise, mais je trouve ça plate que pour elle, ce soit une surprise qu'un site soit accessible. Mais félicitations, puis merci. Ça, c'était le premier chantier. Le deuxième chantier. Et là, le lien avec la découvrabilité. Il est juste là. L'affaire qui arrive justement, un livre numérique, puis là, je les ai amenés toutes mes plateformes, mais en théorie, un livre numérique, là, ce n'est pas que la liseuse à encre électronique. Il y a bien du monde qui lit ça sur leur téléphone, il y a bien du monde qui lit ça sur une tablette. En fait, la majorité vont lire ça sur une tablette, puis on peut également le lire sur notre ordinateur. Donc, c'est multiplateforme. Il faut que ce soit un format qui est flexible. Mais côté accessibilité, ce n'est pas que fait pour les personnes aveugles. Ce n'est pas fait juste en disant, OK, est-ce qu'on est capable de faire du text-to-speech ou la synthèse vocale? Il y a encore une fois une tonne d'autres besoins en accessibilité selon nos besoins à nous. Okay? Et il faut en être conscient. L'affaire qui arrive, là, le NNELS, c'est le National Network of Equitable Library Service, c'est canadien. Ils ont fait une démonstration, à mon ami. Ils sont allés, puis c'est des personnes, justement, qui ont des problèmes de vision, qui sont allés sur les applications. Par exemple, sur l'application de Kindle ou l'application de Kobo pour dire, parfait, le livre qui est là, est-ce qu'il est bon pour moi? Est-ce que je peux m'en servir? Et la seule affaire, puis là, je le lis ici, là, Kindle, donc on rentre dans Kindle, puis là, en passant, si vous téléchargez ça, ma slide devient disponible, cliquez dessus, vous allez le voir en action. Mais il arrive justement ici, puis tout ce que Kindle dit à propos du livre, je vais le lire. Le texte de ce e-book peut être lu par certains, en fait par la plupart des lecteurs populaires. VoiceView sur les Fire, Kindle e-Reader, VoiceOver sur iOS, TalkBack. Le texte descriptif peut être disponible si vous utilisez l'application PC. On vient de le voir avant, là. Il y a du monde qui vont utiliser une liseuse, il y a du monde qui vont utiliser également un téléphone. Fait on est vraiment dans le « ouais, peut-être que c'est accessible ». À toi de te débrouiller pour être certain que ça va répondre à ton besoin. Fait que comment qu'on fait? Bien, tu downloads l'échantillon, tu le regardes, puis tu fais comme « ah ouais, c'est le fun ». Mais on s'entend que c'est de la friction. On haït ça, nous autres, la friction.
pourquoi on en générait pour eux autres? Pourquoi on ne ferait pas l'effort de dire carrément, voici ce que ce livre permet. Donc, nous, on a vraiment été avec une approche, je veux dire, UX by the book, avec les libraires, de se mettre dans les souliers de la personne. Puis oui, j'ai un petit peu honte, j'ai utilisé XD pour faire les wireframes de ce projet-là. Et j'ai toujours parié sur le mauvais cheval en ce qui concerne les logiciels. Je suis rendu Figma, là, je tiens à rassurer tout le monde. Mais on a commencé justement par faire des wireframes. En fait, non, pas vrai. On a commencé par écouter du monde. On a commencé justement par regarder des personnes qui ont des problèmes moteurs ou des problèmes de vision, et même des personnes justement qui étaient TDAH, voir comment eux naviguent, voir comment eux utilisent leur téléphone. Pas nécessairement la liseuse, mais juste les voir aller. Puis ça, c'est un peu ça la conclusion de ce qu'on était arrivé. T'sais, en fin de compte, toute cette longue introduction pour vous présenter cette slide-là, j'aurais pu juste mettre ça puis parler pendant 20 minutes. Mais c'est là que c'est intéressant, c'est on s'est mis dans les souliers des personnes. On s'est dit, parfait, c'est quoi le bon module pour permettre à des personnes qui ont des problèmes de vision, donc qui utilisent un screen reader, ou des personnes qui ont des problèmes justement de motricité, donc ils vont utiliser le tab, comment on est capable de faire une combinaison des deux pour présenter les informations les plus pertinentes pour eux. Puis, il y a plusieurs points, là, c'est simple là, quand on y pense, là, c'est extrêmement simple. Mais entre autres, la façon de dire que la version EPUB répond à 5 des 9 critères d'accessibilité et est considérée complètement accessible. Là, spoiler alert, on n'a pas pu faire ça pour de vrai, c'était dans nos intentions, mais on n'a pas pu le faire. Mais tout le reste, la version EPUB est compatible avec les lecteurs d'écran. La version EPUB est compatible avec les text-to-speech. Il n'y a pas de version audio dans cette version, parce qu'il existe des EPUB où quelqu'un l'a lu, puis ça fait partie du fichier EPUB également. Il existe toutefois une version audiobook de ce livre. Tu peux cliquer pour aller le voir. Vous remarquez déjà dans le format des 2 phrases, on a fait volontairement 2 structures différentes pour que quelqu'un qui est en lecteur d'écran, ça soit capable de lire les 2 éléments différents distinctivement. Le texte et l'audio ne sont pas synchronisés. Donc, tout plein d'éléments. Puis vous remarquez même à la fin, en matière d'accessibilité, on recommande la version EPUB de ce livre, ajoutée au panier d'achat. Pas obligé de remonter en haut. Donc, entre autres, pour les personnes qui ont la dyslexie et que le mouvement peut créer des problèmes, on a même mis un lien pour le rajouter directement dans le cart, à l'intérieur même du module. Et là, on s'est même permis de dire « Hey, on recommande la version EPUB », puis en passant à la version PDF, PDF c'est de la boîte, là, répond à 0 des critères, 9 critères, jamais un PDF, en passant, est accessible. Un PDF, c'est l'équivalent d'un fax. C'est de la boîte, dites pas « Oh, on a mis la version PDF, ça va suffire », c'est encore pire. Un autre élément qu'on a pensé à faire, puis on est comme, voyons, c'est d'une simplicité, c'est de rajouter les critères d'accessibilité comme filtre dans l'engin de recherche. Ça n'existait pas ailleurs. On est les premiers à l'avoir fait. Puis justement, on se met encore une fois dans les souliers de quelqu'un qui a un besoin d'accessibilité, de dire, c'est quoi les livres qui existent, par exemple, et qui sont compatibles avec les lecteurs d'écran? C'est lesquels qui sont compatibles, justement, qui permettent la navigation par table des matières. Encore une fois, quand on parle de manipulation, c'est super important. On a été limité parce que, en fait, il existe une base de données, des métadonnées, qui est présente dans pratiquement tous les e-books, dans toutes les EPUB, qui liste justement quels sont les éléments qui sont dans ce EPUB-là ou non. Mais ce qui est très drôle, justement, c'est que ça, c'est la gang du W3C qui s'occupe de ça. Et longue histoire très courte, à un moment donné, au Salon du livre de Montréal, je fais des tests guérilla pendant le Salon du livre pour ce client-là. Et il y a quelqu'un du W3C qui est venu faire une présentation sur un lecteur d'écran. Il débarque, puis en fin de compte, Jean-Benoît, qui est le directeur général justement des libraires, le prend par le bras et dit « Hey, on aimerait ça te présenter des wireframes. » Puis il a présenté ce qu'on vous avait vu tantôt. Et la face, il a tombé. Il a fait « Wow, c'est donc bien hot ce que vous avez fait. » Et ainsi donc, on l'a présenté au comité du W3C. Et certains des éléments qu'on a présentés dans les wireframes les a influencés par après pour dire, OK, c'est ça qu'on va avoir maintenant. T'sais, on va rajouter des nouvelles normes, des nouvelles lignes dans nos guidelines pour justement mieux accompagner l'utilisateur, être plus centré sur son besoin par rapport à ça. Ça, c'est plus la version finale. Vous remarquez qu'il y a quelques éléments qui ont sauté. On n'a pas eu le choix. C'est la réalité. C'est « Ah, on a une belle intention.
C'est ce qu'on est capable de faire avec les données qu'on a, mais déjà, on voit qu'on est capable de les faire évoluer. Rapidement, le principe de la saucisse high-grade, la seconde où on a commencé à faire ça sur le site, ça a commencé à motiver les éditeurs, quand ils mettent ça dans l'entrepôt numérique, de faire attention justement aux critères d'accessibilité. De dire oui, parce qu'il y avait beaucoup de flou. Ça se pouvait que l'accessibilité était disponible dans ce livre-là. On ne l'avait juste jamais vérifié. C'était possible peut-être de pouvoir changer le contraste. On ne l'avait jamais testé. On ne l'a jamais dit. Bien, ça a commencé à influencer justement les éditeurs et distributeurs qui le mettent dans l'entrepôt numérique, puis que là, ça se retrouve là-dedans, puis ça motive justement les éditeurs. Donc, c'est vraiment le principe de la saucisse, et ça a vraiment commencé à faire un mouvement par rapport à ça. Je finis rapidement parce que la lumière rouge flash pour me dire « Dom, tu dépasses ». Fait que j'essaie de ne pas trop dépasser. Petite mention en passant que de la même façon qu'en Europe, on a eu les cookie warnings qui ont complètement influencé justement nos sites web, il va y avoir le EAA, le European Accessibility Act, qui rentre en effet en juin 2025. À partir de ce moment-là, tout nouveau site qui fait affaire avec des Européens va devoir respecter des normes d'accessibilité. Et ça, c'est quand même super important. Commencer à travailler tout de suite là-dessus. En ce qui concerne la recherche utilisateur, je tiens à le dire, ce n'est pas compliqué d'être plus inclusif. Oui, peut-être un petit effort de recrutement supplémentaire, mais à la base, justement, au pire, prenez monsieur, madame, tout le monde et dites-leur, voilà, navigue sur mon site, mais je ne te donne pas de souris. Comment tu te débrouilles? Ou juste leur montrer le minimum. Et là, encore une fois, vous allez découvrir énormément ce qu'on est capable de faire. 4 points. Final, c'est 4 choses avec lesquelles je veux que vous partiez. OK, aujourd'hui, vraiment. Encore une fois, j'aurais pu faire 2 slides. Celle de tantôt puis celle-ci. Première question, justement. Si ce n'est pas nous, les UXers, qui s'occupent de l'accessibilité, si on a un expert en accessibilité, mais nous-mêmes, on devrait faire un gros effort là-dessus. On est, en fin de compte, les avocats des utilisateurs. On devrait s'occuper de tous les utilisateurs. Donc, je tiens vraiment à dire cette phrase-là. If not us, then who? If not now, then when? C'est le bon moment. C'est à vous de le faire. L'accessibilité, c'est pareil comme le UX. Plus c'est pensé en amont, mieux c'est. Okay? C'est beaucoup plus facile qu'on pense. Beaucoup, beaucoup, beaucoup plus facile. Puis le dernier point, ça sert à tout le monde. Ça revient un petit peu à ce qu'on a vu tantôt. Mais même, je veux dire ça de même les stakeholders vont être contents quand on intègre l'accessibilité dans leur site parce que ça améliore tout. Okay? Ça ne nuit pas, bien au contraire. C'est de l'argent bien investi. C'est tout. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Merci Domenico pour ta présentation, pour d'avoir respecté le temps. À 2 minutes près. Et merci d'avoir repartagé un article que j'ai publié il y a maintenant 1 an et demi sur le TAP test. Bien, c'était un bon article. Moi, je l'avais trouvé, en fait, c'est niaiseux parce que quand on l'avait vu initialement, j'ai vraiment fait, bien oui, c'est aussi simple que ça. Et pourtant, j'ai jamais vu faire le fameux TAB test, mais je trouvais ça pertinent. J'ai peut-être pas mis le lien dans la slide, mais ça se trouve très facilement sur le LinkedIn de David, fait qu'allez le voir. Excellent. Merci beaucoup. On aura le droit à une question. Yes! Une question simple. Est-ce que quelqu'un a une question pour Domenico et sa présentation? Non? Pas de question. Tout le monde a été subjugué par ta présentation. Très intéressé. Sérieux? Ben oui. OK. Un grand merci Domenico. Mais merci beaucoup.